Avec l'investiture d'une partie de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la RDC est-elle sur la bonne voie de réussir son pari d'organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, le tout dans le temps? Qu'en est-il de l'Union sacrée? Cette coalition est-elle mieux ou pire que le FCC cache? Sur le plan politique, économique, social, sécuritaire, le pays se porte-t-il mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans, c'est-à-dire avant l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir? Depuis Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, l'interview exclusive reçoit Délice Sanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Ça y est, je l'ai eu, je l'ai fait. Je vous avais dit, il suffisait d'attendre. Ben ouais, quand on dit les téléspectateurs peut-être ne comprennent pas, c'est vrai que ça fait des mois que je cours derrière une interview. L'homme parlait très peu, il communiquait plus par des tweets. Et aujourd'hui, il a décidé de parler. Décidé de parler, je vous en ai fait la promesse. Et je crois qu'il est venu peut-être ce temps où on doit expliquer davantage la démarche que nous menons et les actions que nous entreprenons. Vous avez refusé Kinshasa, vous avez voulu Kananga, pourquoi? Parce que je crois qu'on ne met pas suffisamment en lumière cette partie de la République. Il faut qu'elle soit mieux connue. Elle a été dans les dernières années projetée au devant de la scène par les affaires consécutives au drame de Kamwina Sapou. Mais il y vit ici des gens, des femmes, des hommes, des jeunes qui ont une espérance forte pour le changement de ce pays. Et c'est une zone qui a ses spécificités. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et dont on ne parle que très peu et qui est très peu fréquentée. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque je suis devenu député en 2006 pour la première fois, la première des choses et qui correspondait à une demande sociale dans cette partie de la République, c'était de mettre fin à une discrimination dont on était victime. Le Kasaï était victime de cette discrimination qui faisait que pour venir au Kasaï, pour un étranger, il fallait avoir un double visa, ce que l'on appelait le sauf-conduit à l'époque. Parce qu'on considérait que le Kasaï était la seule réserve minière, alors que le code minier avait transformé l'ensemble du pays en une zone minière. On pouvait aller partout, sauf au Kasaï. Donc nous avons brisé cette première frontière. Maintenant, il faut en briser une seconde, c'est-à-dire mettre en lumière, aux côtés de ces populations, par rapport à leurs attentes et à ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça, c'est mon nouveau combat. Vous avez parlé de la discrimination, certains diront que c'est de la victimisation, dont le chef des Kasaïens. Ils pleurnichent un peu trop et ils font rien. Non. C'est-à-dire que dire que c'est de la victimisation, d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre. Moi, j'agis. Quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Quand on identifie un problème, ce n'est pas pour y demeurer, c'est pour trouver une solution. Et le cas, par exemple, pour le sauf-conduit, il s'agissait d'une discrimination. Il n'y avait aucune raison qui expliquait que les investisseurs, les partenaires internationaux, les ONG, quand elles faisaient le tour du Congo, pouvaient aller partout, sauf au Kasaï où elles avaient besoin d'une demande supplémentaire et qui coûtait cher et qui empêchait certains de venir. Et ça touchait même une partie de notre diaspora. C'est-à-dire que lorsque le Congolais originaire du Kasaï avait acquis une autre nationalité, comme il y en a dans toutes les provinces, et qui venait au Congo, pour arriver au Kasaï, on devait lui imposer un sauf-conduit. Je trouvais cela que c'était une discrimination à laquelle il fallait mettre fin, et on y a mis fin, c'est bien. Mais maintenant, il faut travailler davantage, il faut labourer, et au Kasaï, souvent, on ne met pas assez en lumière ceux qui font des choses. C'est vrai qu'il ne s'y passe pas beaucoup de choses, mais il s'y passe quand même parfois de choses du côté de la jeunesse, du côté des entrepreneurs qui font de leur mieux pour que cette partie vive. Nous sommes à Kananga, jadis 4e ville du pays, actuellement pratiquement la dernière du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste cette discrimination ou il y a eu d'autres raisons qui ont fait ou qui font encore en sorte que Kananga, le Kasaï occidental ou l'espace Kasaï puisse occuper la queue de peloton? Vous voyez, je voudrais parler d'abord du Grand Kasaï. Parce que quand on parle du Grand Kasaï, c'est-à-dire tel que le Kasaï il était en 60, quand nous sommes devenus indépendants, la capitale de ce Grand Kasaï, c'était bel et bien Louloabour. Louloabour était la 4e ville après Léopoldville, Elisabethville, Lubumbashi aujourd'hui, Kinshasa. Donc après Stanleyville, c'était la 4e ville. C'était une ville
était prometteuse. C'est la ville qui est au centre du pays et qui fait que lorsque même les Belges sont arrivés ici au Congo, il y a eu deux centres, vous savez, il y a eu Bassoko au nord et il y a eu Lusambo. On a juste des accès ici, dans une ville ferroviaire qui finalement devait rayonner et faisait le centre de toute l'activité du Kasaï. Et je crois que le Kasaï dans son ensemble a beaucoup perdu à partir de la fin des années 80, d'un point de vue démographique, forte émigration, parce qu'absence d'activité économique et absence de planification en termes d'infrastructures pour pouvoir contenir cette pression démographique qui venait. Et qui fait finalement, quand vous prenez ceux qui ont fait les bilans de 20 premières années de l'indépendance, on voit effectivement que le centre a perdu plus de population et que par exemple une bonne partie de l'Est a, elle, connu une forte augmentation démographique et on y trouve aussi une activité économique beaucoup plus importante. Mais ici, il y a un potentiel qui est intact. C'est un peu à l'image du pays, les potentiels, il y en a partout, mais au niveau de la matérialisation, au niveau du concret, il n'y a rien. Je suis venue dans le Kasaï, j'ai vu, mais c'est une province avec un visage désastreux, calamiteux. On peut sentir, vivre, respirer la pauvreté. Oui, elle s'est accentuée. Vous savez, nous avons ici le taux le plus élevé du pays en termes de crise alimentaire, la malnutrition, et qui est consécutive notamment aux événements que nous avons connus avec les phénomènes Kamina Sapu. C'est accentué la pauvreté de cette partie du pays. C'est un déficit également en termes d'infrastructures, parce que le Kasaï est une zone enclavée. Pour vivre, le Kasaï, comme je vous ai dit, la capitale du Kasaï, c'est-à-dire Lullabour, Kananga, est une ville ferroviaire, est une ville qui a vécu du train. Donc tant que la politique multimodale de transport n'a pas été clairement définie et rendue opérationnelle, et notamment sur le fonctionnement du rail, qui permettait d'évacuer une partie de la production minière à partir du Katanga et de faire redescendre au Katanga certains produits agricoles, nous aurons un problème. Et face à ce désastre-là, il faut peut-être lui trouver, et c'est mon combat aujourd'hui, faire comprendre à la province, aux élites de cette province, mais aussi à la population, trouver des voies alternatives en termes d'infrastructure. Si le rail ne fonctionne pas, le port d'Ilebo ne fonctionne pas, il faudrait, dans ce cas-là, mettre l'accent sur cette route qui nous relie à l'Angola, mais qui doit être couplée à la relance d'autres activités. On a tort souvent, quand on parle du Kasaï, de penser au diamant, de penser à l'amiba. Mais le Kasaï, c'est d'abord son grand potentiel agricole qu'il faut mettre en valeur. Je pense en particulier ici qu'on peut y relancer avec les nouvelles données que nous avons, la culture du coton. Les études qui sont faites par John Brooks et l'Institut INERA au niveau de Ngandajika démontrent qu'il y a des opportunités qui peuvent être développées de ce côté-là. Une culture comme celle du coton, nous avons le meilleur ananas du Congo. Je n'en connais de concurrence que celui de la province orientale. Mais il faut trouver des mécanismes d'industrialisation, même à petite échelle, pour pouvoir redonner de l'emploi et redistribuer la richesse dans cette province. On ne le fera pas avec l'aumône, on ne le fera pas en redonnant de l'argent ici et là. Mais si cette vision est portée par tous et surtout mise en œuvre, elle devrait permettre d'arriver à réduire non seulement la pauvreté, mais en même temps de donner de l'espérance à notre jeunesse qui aujourd'hui est réduite, quand ils ont fini leurs études, d'aller à Lubumbashi ou d'aller à Kinshasa pour faire les wewa ou être dans la débrouille, alors que nous avons ici un potentiel qui peut permettre de garder cette jeunesse et d'utiliser cette force de la jeunesse pour reconstruire et bâtir un Kasaï beaucoup plus fort. Il y a 3 ans, Félix Tshisekedi accédait au pouvoir. Les gens disaient, ça y est, c'est le temps de développement de Kasaï. Les gens commencent à déchanter. Vous particulièrement, vous pensiez que vous faisiez partie de ces personnes-là qui pensaient cela? Je pense que ce qui est très important, c'est l'offre politique quand elle est faite au moment où on prend le pouvoir. Le pays est sinistré.
Et au milieu de ce sinistre, tout est urgent. Mais parmi ces urgences, il faut savoir définir ses priorités. Si on n'a pas défini les priorités, on peut effectivement s'égarer de la droite route. Ici, nous remercions, vous avez vu, nos partenaires au développement qui, eux, dans cette province, font des choses intéressantes. Je pense par exemple à l'Union européenne qui nous fait cette route nationale 1 qui est commencée depuis longtemps, qui va bientôt traverser la ville de Kananga, nous permet de nous relier au Katanga, nous relier à Kinshasa. En tout cas, Félix Tshisekedi est pour beaucoup quand même dans la réalisation de cette route nationale numéro 1. Non, c'est un ancien projet qui est commencé et qui se poursuit à continuité de l'État. Donc je pense que le mérite est à l'Union européenne qui, sur cette infrastructure de qualité intégratrice, la voie nationale 1, qui est en train d'être refait dans de très bonnes conditions. Le travail qui a été fait avant, qui va se poursuivre. Il ne s'agit pas là d'un nouvel engagement qui soit consécutif à l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Bien entendu, dans le pays comme ici au Kasaï, les gens attendent encore, mais je crois qu'ils ont, le gouvernement, le président lui-même, encore 2 ans ou 3 ans pour agir et pour ajuster. Mais vous pensez qu'ils ont eu tort d'espérer autant, de dire oui, c'est le temps que pour le Kasaï de se relever parce que justement il y a un Kasaïen. En tout cas, il y a eu des gens qui ont réfléchi ainsi. Non, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que les changements politiques, pour qu'ils soient porteurs, il faut qu'il y ait une vision. La vision, ce n'est pas un rêve. La vision, c'est des projets concrets, des priorités que l'on se définit. Pour moi, ici, la priorité, par exemple, c'est la route Kananga-Kalamambouche, c'est de trouver aussi, à côté des grands projets qui, eux, demandent beaucoup de moyens, des microgrids qui peuvent fonctionner de manière intégrée avec l'énergie, groupe industriel, ainsi de suite. Ça, je pense qu'on pourrait... En fait, tout ce qui n'est pas encore fait. Tout ce qui n'est pas encore fait. C'est ça que vous êtes en train de dire que rien n'est fait dans ce sens, pas de route. Écoutez, le Kasaï a été victime, vous savez, les 100 premiers jours du gouvernement Tshisekedi, dans le cadre de la coalition FCCH. On a dit les 100 premiers jours, on va faire des actions. Mais je peux comprendre que la gestion de ces 100 premiers jours est compliquée. Lorsque nous sommes allés hier, par exemple, en Ganza, rencontrer les gens vous disent, bon, les puits qu'on a fait pour eux de forage d'eau, ne fonctionne pas. Donc la population a le sentiment effectivement que ce qui a été promis n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau d'exécution ou autre? Ça, c'était les 100 premiers jours. Et ensuite, il y a toute la suite qui s'est fait au niveau du gouvernement. Donc il faut agir, il faut que des actes concrets soient posés. Et cette population qui a longtemps souffert et qui a investi émotionnellement dans l'avènement de ce nouveau pouvoir n'a pas encore trouvé réponse à ses préoccupations. Ça, c'est vrai, il suffit d'aller dans les rues et de parler avec les gens. Il y a eu la coalition FCCH avec ses réalisations qui n'ont pas tout à fait marché. Puis il y a eu l'Union Sacrée 5 mois après, je crois, ou près de 6 mois après. Est-ce que ça bouge? Parce que vous faites partie de l'Union, en tout cas on en parlera, par rapport au gouvernement de Warriors. Avez-vous l'impression que ça bouge ou on est en train de stagner? Vous savez, lorsque le gouvernement a été investi, je suis quand même assez préoccupé par rapport au niveau d'engagement qui avait été pris sur le programme. Ils ont annoncé 36 milliards. C'était des niveaux, en tout cas, au-dessus de capacité réelle de mobilisation de ressources. Et lorsque on surévalue l'action du gouvernement d'un point de vue financier, ce à quoi souvent on arrive, c'est qu'au moment de l'exécution, il y a des impasses. Et je crois qu'il y a cette impasse aujourd'hui par rapport à l'espérance que l'on vend et la réalisation, ce que l'on peut faire de manière concrète. Mais aujourd'hui, c'est clair que notre population ici, pour parler du Kasaï central ou du Kasaï occidental, attend encore que le gouvernement puisse agir dans le sens de la résolution de grandes priorités. Et il y en a quelques-unes. C'est la route Kalamambouji, c'est la finalisation du barrage Katende qui a été démarré sous Kabila mais qui n'a pas été fini. C'est voir dans nos entités territoriales quelles peuvent être les filières, notamment en matière agricole, que l'on peut relancer et revitaliser d'un point de vue économique, industriel, au niveau de la production, cette zone
s'occuper des services de l'État. Je vous fais remarquer que nous sommes dans une province où vous n'avez plus de gouverneur depuis presque une année. Donc nous sommes dans une non-prise en charge de la population sidérante, alors qu'on aurait besoin ici d'avoir une direction beaucoup plus forte. Ce que je dis ici est tout aussi valable, je crois, au Kasaï oriental. Ça l'est au Kasaï à Chikapa, où je crois que le gouverneur a été réhabilité, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est toute une zone qui est restée comme ça, sans une gouvernance particulière. Délice Sanga, on risque de vous accuser de mauvaise foi parce qu'il y a quand même des actes qui s'opposent. Il y a notamment le projet Tchilé-Gelou ici et le Kasaï central est bénéficiaire de ce projet. Moi je souhaiterais que le président de la République vienne par lui-même se rendre compte parfois des rapports qui lui sont faits sur ce qui est entrepris. Parce que très souvent, quand on en parle, on dit « bon, ben, vous êtes de mauvaise foi », comme vous le dites. Vous pouvez avoir peut-être raison, mais la réalité ne peut pas mentir sur ce qui peut être fait. À l'époque de Joseph Kabila, on avait parlé ici d'un projet, je crois que c'est le gouverneur Kandé, qui était encore en fonction en ce moment-là. Quand il est venu ici, il a dit « bon, on va réhabiliter la voirie urbaine ». Il nous avait promis ici sur la ville de Kananga 20 km, ils ne sont jamais venus. On nous parle de Tchilé-Gelou avec son plan d'exécution, ce qui a été démarré. J'ai visité quelques ouvrages et j'ai remarqué que certains ne tenaient pas véritablement la route. Et il faut qu'on arrête aussi de faire du provisoire. Je pense que ce qui est important, c'est de faire peut-être peu, mais de le faire bien, mais que de vouloir parfois saupoudrer pour pouvoir attirer l'attention sans que derrière, il y ait un véritable suivi et quelque chose qui soit construit de manière durable et qui puisse aider la population. Pour moi, aujourd'hui, Tchilé-Gelou n'a pas encore acquis la réalité ou l'exemplarité qu'il devait pouvoir avoir. Vous savez, quand on a dit ça pour les 100 jours, les gens nous ont critiqués. Mais aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Hier, vous étiez avec moi en Nganza, ce n'est pas moi qui parlais, la population vous disait, on n'a rien vu. Et Tchilé-Gelou risque de connaître le même sort si on n'y prend pas garde. Donc il faut que quand on prend une mesure de politique publique qui est certes une vision, qui est une planification, une opérationnalisation et un suivi réel de ce qui est fait. Puisqu'on est dans le Kasaï central, parlons de la chute Katende, ça traîne, ça ne se matérialise pas. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on doit faire pour justement que cette chute, en fait, ce barrage, j'allais dire, le barrage de Katende puisse enfin être de service? Ben, vous savez, c'est un important investissement qu'il faut réaliser pour la province. C'est un potentiel de 64 mégawatts, le Grand Katende. Nous avons commencé ce projet lorsque nous étions sous les 1+4. À l'époque, l'ambassadeur Baloumouene, qui était encore notre représentant en Inde, lorsqu'on a lié les relations avec l'Inde, on a dit on met en place le projet pour pouvoir intégrer Katende dans les financements indiens. Dans un premier temps, il y avait ici des opérateurs qui s'étaient portés pour pouvoir réaliser cet ouvrage, notamment Klaxon, à l'époque avec le regretté Chongo, qui lui pensait qu'on pouvait y aller autrement. Ensuite, chemin faisant, on a vu que les capacités de ceux qui pouvaient agir, Klaxon et les autres, étaient quand même assez limitées. Et donc, on est reparti sur un projet intégralement indien, qui comporte un volet infrastructure et un volet transport d'énergie. Les Indiens ont apporté leur financement. Les travaux ont bel et bien démarré. Après, pour des raisons, elles se sont arrêtées parce que non seulement il y a eu des problèmes de malversation du côté notamment de la partie indienne, mais aussi les événements que nous avons connus des Kamina Sapu ont fait arrêter tous les travaux, tout le monde est parti. Lorsque le président de la République a pris le pouvoir et dans son discours sur l'état de la nation, il a annoncé que le projet était réalisé, je crois, à 70%. Je suis allé sur le site pour voir et je ne suis pas technicien, je me suis fait accompagner des techniciens pour pouvoir attester quels étaient les niveaux. Il m'a semblé que cet ouvrage n'était pas porté à ce niveau de réalisation 70%. Et donc j'ai fait une question écrite au ministre de l'Énergie, à l'époque c'était Eustache, et qui m'a répondu pour me donner les données réelles, notamment sur le fait qu'il y a une absence de financement sur le volet transport énergie,
et que les niveaux de réalisation étaient aux alentours des 40%. Et ensuite, Eustache lui-même, le ministre de l'Énergie, est venu, je l'ai reçu ici, nous sommes descendus sur le site pour voir quels étaient les niveaux de réalisation. Il était lui-même sidéré, il a dit devoir envoyer une équipe qui devait venir voir. En plus de cela, c'est qu'à la fin du gouvernement de Joseph Kabila à l'époque, le matériel qui était importé, une partie gissait encore au Katanga, dans les entrepôts de la SNCC, et ce matériel devait être évacué. Je crois que c'est ce qui a été fait jusque-là, d'évacuer le matériel. Mais il y a une partie du matériel qui doit pouvoir être fabriqué encore en Inde. En tout cas, c'est la réponse qui m'a été donnée, 30% environ. J'avais considéré que compte tenu du caractère intégrateur de ce projet pour notre province, il fallait avoir un débat réel. Et j'ai introduit une question orale avec débat à laquelle, malheureusement, le bureau n'a jamais donné suite, à bloquer comme toutes les autres questions. Vous savez, le contrôle n'est pas le plus fort de notre Assemblée nationale. On va parler de ce contrôle. Très rapidement, on termine parce qu'on va entamer en tout cas la partie politique. On a tellement parlé, on risque de pas penser que c'est une émission tribaliste, parce qu'on ne parle que de Kasaï, mais parce que justement ça se passe dans la Kananga. On n'en parle pas très souvent. Le développement de cette province, son peuple, sa souffrance, ce qu'il endure au quotidien et ce qui s'y fait n'est pas suffisamment mis en lumière, mais si pour une fois on peut en parler. On dit oui, mais qu'est-ce qui est fait dans le chef de délice Sanga? Est-ce qu'il y a des plaidoyers qui sont menés auprès de partenaires pour essayer justement d'emmener un maximum d'investisseurs? On ne parle que de ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup qui se bousculent au portillon. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que Délice Sanga fait pour emmener les gens à venir dans le Kasaï à y investir? Je crois que ici, ce que nous faisons, d'abord nous travaillons sur le secteur privé pour amener quelques investisseurs, mais vous savez, le contexte dans lequel vit le Kasaï, vous n'avez que des sociétés de capital risque qui peuvent, en jonction avec des opérateurs économiques locaux, faire. Et il y a des choses qui se font, on en parlera le moment venu. Par contre, au niveau des partenaires que nous avons, j'ai fait un effort pour que ici, nos principaux partenaires au développement puissent venir. Il n'y a pas que le Katanga, Goma, c'est le Congo, nous apprécions cela. Mais on a toujours l'impression ici que c'est un trou noir où personne ne veut venir. Et je fais cet effort depuis quelques années de faire venir et de pouvoir parler développement. Hier ici, nous avions nos partenaires de l'Union européenne qui sont en visite ici, avec lesquels nous parlons. Je leur ai souvent dit, parler du Kasaï dans des rapports sur ce qui est fait, c'est bien, mais aller voir ce qui s'y passe et ce que pense réellement la population, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous voyons. Et mon plaidoyer aujourd'hui, c'est d'avoir un consensus déjà au niveau de la province sur ce que sont nos priorités. Pas seulement les urgences, parce que les urgences, on va tomber dans cette victimisation. Mais c'est aussi de mettre fin à une présentation déformée du Kasaï. Quand on parle du Kasaï, les gens pensent que c'est l'Amiba. Alors, les gens disent, ah oui, l'Amiba. On a injecté 20 millions, 10 millions. Non. Les Kasaïens, dans leur ensemble, ce n'est pas l'Amiba qui va leur... C'est une industrie importante, l'industrie minière, mais ce ne sont pas les mines qui vont faire que nous allons mettre fin au chômage dans cette province et que nous allons redistribuer. Elles peuvent être, d'ailleurs, ce que nous voyons dans d'autres provinces, source parfois de certains malheurs compte tenu de déficit de gouvernance. Ici, la grande priorité, les gens vous disent c'est l'énergie. Je dis c'est la route. 1, la route. 2, c'est la relance agricole. Et je crois à la relance de la filière coton ici. 3, c'est effectivement l'énergie. Mais l'énergie, compte tenu des problèmes que nous avons par exemple sur des projets grandioses comme celui des Katende, il est peut-être venu le temps aussi de penser à des microgrids. Vous avez ici le chute Mbombo par exemple, sur lesquels on peut travailler sur un projet modeste, mais qui peuvent amener à des solutions intermédiaires, mais qui résolvent véritablement le problème, l'offre d'énergie, avoir la petite industrie qui tourne et permettre à ce que les gens travaillent. Si tous les Kasaïens se mettent d'accord autour de ces priorités, je parle du Kasaï occidental en particulier, s'ils sont autour de ces priorités, nous en faisons un plaidoyer auprès de nos partenaires, mais aussi auprès de notre gouvernement, qui doit en faire une priorité. On doit le sentir,
par la nature des requêtes qui sont adressées. Par exemple, ici, nous avons la route Kalamambouche, il faut lancer les études de faisabilité sur la plupart des infrastructures. Si ces études de faisabilité sont faites, elles permettraient alors d'avoir une vue claire sur les projets concrets que l'on peut mener et les partenaires auprès desquels nous pouvons trouver notamment ces moyens financiers pour pouvoir le faire. Et la dernière question que nous avions ouverte en mettant fin au sauf-conduit, c'est de créer les conditions pour avoir des investisseurs ici. S'il est difficile d'investir au Congo, il est quasiment impossible d'investir dans une zone comme les Kasaï sans un certain nombre de préalables, mais ça, nous en parlerons, sur l'adaptation des politiques fiscales et des réformes majeures qu'il faut pouvoir conduire pour l'ensemble du pays, en tenant compte des spécificités des zones. Parce que le même investissement que vous réalisez au Katanga ou que vous réalisez à Goma, compte tenu de leur accessibilité sur les corridors sous-régionaux, il vous coûte 4 fois plus dans une zone comme le Kasaï et notre législation devrait en tenir compte. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le Kasaï occidental, sur le Kasaï central, sur l'espace Kasaï, mais je crois qu'on va se limiter là et parler un peu de l'homme politique que vous êtes, pas un peu au regard de l'actualité politique dominante de l'heure ici. Ça y est, on a entériné, j'allais dire un autre Kasaïen, un Kasaïen de plus, diront certains. On est un peu en train de tribaliser le débat politique ici, chose qu'on doit quand même décrier. Bon, Kadima est là à la tête de la CENI. Déjà, votre réaction par rapport à ça? Vous savez, il y a 2 travers qu'il faut éviter. Le premier travers, c'est tribaliser la vie politique. Le Congo n'est pas une tribu, une province, une région. Le Congo est une idée qui rassemble notre diversité. Et je suis de plus en plus préoccupé sur le fait que dans la nature du gouvernement, dans la nature de certains actes et des débats sociaux, prospère un discours qui soit fondé sur le clivage tribalo-ethnique. Ce n'est pas avec ça qu'on doit pouvoir faire. C'est la faute au gouvernement, vous pensez? Parce que vous pointez du doigt. Je crois que la stigmatisation, le débat public doit porter sur les idées, sur ce que l'on va faire et sur ce que les acteurs font. Il ne faut pas qu'on puisse masquer ça par des clivages qui, à mon sens, divisent la nation. Je vais vous donner un exemple. On a entendu ici un débat qui était nauséabond sur cette histoire de la congolité. Je pense que c'est contre tout le sens de notre histoire. C'était contre même la Constitution. J'ai entendu le président de la République et j'avais sollicité que le président de la République puisse donner de la voix sur cette question. J'étais donc heureux d'entendre le président de la République donner sa position sur cette question parce que c'est lui qui doit rassembler la nation. Lorsqu'on a un problème, par exemple, sur la politique de la gratuité, bon, certains disent il y a un problème ou pas. La stigmatisation des appartenances religieuses, parce qu'il y a un problème, plutôt que de regarder les problèmes, on dit non, c'est les catholiques qui provoquent les problèmes, c'est tel qui provoque les problèmes. C'est très mauvais. Le sens de votre question, oui, il y a des nominations qui sont faites et on nomme en fonction des appartenances tribales. C'est très mauvais. Parce que ça, c'est en train de desserrer la nation. Il faut que la politique publique retrouve sa place en disant quelles sont les idées que nous promouvons et qu'est-ce que nous faisons concrètement et qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, cet écart ou ce rapprochement nous permette de nourrir la contradiction politique. Le gouvernement ne fait pas assez dans ce domaine. Vous pensez que l'exécutif actuel est en train plutôt de tirer sur cette corde tribale pour... Non, je ne dirais pas seulement à corde tribale. Moi, ce que je dis, c'est que le pays se divise de plus en plus. Et ça, moi, ça me fait peur. Vous avez nos populations à l'est du pays. Parce qu'on a parlé du Kasaï. Les populations à l'est du pays, quand vous parlez avec certains, je parle avec certains responsables politiques, à l'est du pays, certains de nos collègues, il y a un sentiment d'abandon. Donc il y a une division qui a commencé d'ailleurs au moment des élections parce qu'une partie du pays avait voté, une autre partie n'avait pas voté lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ces populations se sentent véritablement abandonnées pour la plupart
d'entre elles. Et c'est une menace à l'unité nationale. Quand vous venez, je vois ce type de clivage, kassaïen, anti-kassaïen, tel coin, l'Est, l'Ouest et tout ça. Ce discours qui est en train de prendre va crisper les débats politiques, nous empêcher de voir les vrais problèmes et aller ailleurs. Et les politiques tirent profit de cela quand même. Moi je pense que dans la bouche des dirigeants, je n'aime pas la stigmatisation de parler des personnes, mais dans la manière de critiquer l'action, les politiques doivent empêcher de stigmatiser des groupes ou d'opposer les groupes les uns contre les autres. C'est mauvais. La politique doit être cette chose qui nous rassemble. Parce que ce qui nous a rassemblés au Congo, c'est l'État. L'État a été premier par rapport à notre sentiment national. Le sentiment national est venu après. Et lorsqu'au milieu de l'État, il y a un discours qui va, ou des actes qui tendent à montrer qu'on est divisé, donc ça pose un problème. Donc je ne voudrais pas, moi, aller sur ce terrain-là. Par contre, parler de la mise en place de la CENI, voilà, l'entérinement. Ce qui est dommage, mais je l'ai dit, ce n'est un secret pour personne. Moi, au sein de mon parti en vol, comme G13 également, nous avons milité. Qui n'a plus rien de G13 quand même. Hein. Pour un consensus. Mais l'esprit reste. Nous avons eu un de nos camarades qui nous a quittés. Vous avez Henri Thomas Lokondo d'ailleurs, dont la loi qui va être discutée dans les jours prochains portant sur le régime électoral, le système électoral, la loi électorale, porte le nom. Donc, je pense que rien que pour sa mémoire et le travail que nous avons fait en commun, il faut pouvoir continuer cet esprit. Mais ce que je voulais dire au milieu de tout ça, c'est qu'il y a un consensus. On a voulu un consensus. Nous avons obtenu ce consensus de l'ensemble de la classe politique, moins le FCC. Parce qu'à l'époque, le FCC n'en voulait pas. Mais après, on a eu le sentiment que ce consensus a volé en éclats et que ce qui est fait n'est pas fait dans le sens d'unité de tous par rapport à certains principes. Aujourd'hui, vous en voulez un peu au FCC parce qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu et qu'aujourd'hui, ils ont voté la loi sur la CENI et actuellement, ils sont en train de remettre cela en cause. Il y a eu deux moments. Je crois qu'il y a eu un moment, les gens n'ont pas réalisé. Lorsque les G13 avions commencé le travail, en disant « nous voulions un consensus », on avait vu tous les acteurs politiques, en ce compris le président de la République, qui avait déjà donné le ton là-dessus. Et je crois que le FCC a eu tort en ce moment-là de ne pas adhérer à la démarche. Parce qu'ils ont contredit la démarche, ils l'ont même contré. Si en ce moment-là, on avait cette voix du FCC, je crois qu'il aurait été possible de faire une chose qui aurait été saine. C'est d'isoler les questions sur lesquelles les gens pensaient qu'il faut un consensus. Et je le répète, il n'est pas trop tard de le faire. Un consensus sur la CENI, un consensus sur la loi électorale et la révision de la Constitution et les processus d'identification des élections. Sur la CENI, il faut qu'on oublie quand même. On va en parler. On va en parler. Il fallait qu'il y ait consensus sur ces 4 éléments pour permettre à ce que le processus électoral en 2023 soit différent de 2018 et encore mieux que celui de 2011. Et je crois que le FCC nous a manqué dans cette phase-là. Peut-être qu'aujourd'hui que tout le monde comprend l'intérêt du consensus, nous devons remettre le couvert pour dire qu'il est encore possible aujourd'hui de refaire le consensus, y compris sur tous les éléments qui restent de la gouvernance électorale, la loi électorale, la révision de la Constitution. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le FCC, en tout cas une partie de l'opposition qui n'a pas encore envoyé ses délégués au niveau de la CENI, doit le faire, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. La loi a été adoptée. Moi, ce que je veux dire, c'est que lorsque la loi est venue à l'Assemblée nationale, parce que tout démarre là, j'étais quasiment le seul, à quelques collègues, à me battre pour qu'on ait une bonne loi. La loi sur la CENI, c'est de là que vient le problème. Ce que nous avons vécu avec la mise en place de la CENI aujourd'hui est le reflet de la nature de la mauvaise loi qui a été adoptée. J'avais dit à l'époque, il suffisait de créer une divergence parmi les composantes. Et pour que la majorité au sein de l'Assemblée nationale puisse se substituer à tous les groupes et choisir celui qu'il voulait à tel ou tel niveau de responsabilité. Mais ça allait encore beaucoup plus loin. Il y a eu même substitution de la représentation, ça c'est une première, une innovation au niveau de la commission paritaire. Et donc,
Si on s'était battu pour la loi, et c'est pourquoi il faut se battre sur les principes plutôt que sur les personnes, on s'était battu sur la loi, on aurait une loi beaucoup plus équilibrée, tout ça. Ce combat n'a pas été suffisamment fait. Parce que tout le monde a pensé au moment où on discutait de la loi qu'il suffisait de régler la question, et il faut toujours se méfier des « il suffisait », de régler la question de la répartition. Chacun a vu, ah ben je vais avoir un président, je vais avoir un rapporteur adjoint à le bureau. Le cas de Ensemble, le cas du FCC. Je pense que sans distinction aucune. Et moi j'étais même étonné le jour où je me suis monté à l'Assemblée et j'ai vu cette innovation de Mbosso qui a dit que le rapport qui venait de la CENI, de la PAJ, sur la loi sur la CENI, les amendements des députés ne pouvaient plus porter sur la modification parce qu'il y avait eu un accord politique entre les forces pour que ça soit ainsi. On s'était déjà entendu. Ah, j'ai trouvé ça sidérant. À partir de ce moment-là, moi, j'ai vidé la salle parce que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à défendre. Mais ça, c'était une erreur fondamentale qu'il ne faut plus poser pour les autres étapes qui restent. Il faut le faire dans un certain état d'esprit de consensus parce que, quoi qu'il en soit, quoi que l'on fasse, il faudra de lois pour assurer la gouvernance électorale. Mais je comprends bien ceux qui aujourd'hui, pour protester, disent ne pas vouloir envoyer leurs délégués. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas obtenu peut-être les postes qu'ils voulaient. C'est un peu triché. Il faut dissocier, tant que dans notre pays, on ne va pas dissocier la question de combat de principe avec la question de poste, ma foi, on tournera en rond. Ici, la question des principes, c'était au moment de la loi. On n'a pas obtenu une bonne loi. La loi qui a été faite, elle est même pire que la loi ancienne sur la CENI. De toutes les lois que nous avons connues de la CENI, je n'ai pas vu pire que ça. Donc c'était une mauvaise loi. Moi, je l'ai combattue. Pas voulu, mais au sein de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas, si vous voulez, ce combat, parce que tout le monde était porté à penser qu'il suffisait de régler la question de la répartition de postes. Aujourd'hui, on découvre qu'effectivement, cette loi avait des limites intrinsèques qui ne pouvaient pas aider à la mise en place sereine de ce premier pilier du système électoral qu'est la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition doit envoyer ses délégués à la CENI? Écoutez, je ne suis pas mandaté pour parler au nom de l'opposition. Je crois que les revendications de l'opposition, elles sont fondées, que de pouvoir exiger que nous ayons une CENI puisqu'on doit évoluer, qui apporte les garanties. Puisqu'on doit évoluer, on fait quoi? Qui doit apporter des garanties d'indépendance. Je crois que c'est une revendication tout à fait légitime. Il ne faut pas la disqualifier. Il faut que ceux qui aujourd'hui ne veulent pas envoyer s'expliquent, mobilisent la population aussi. Parce qu'une chose est de dire, comme nous l'avons cherché avec le G13 au sein de la classe politique, un consensus, mais à défaut de ce consensus de la classe politique, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national, il faut que la population soit mobilisée également pour pousser à ces consensus si la classe politique en elle-même n'a pas le niveau de responsabilité suffisante pour le comprendre. On l'a vu dans d'autres pays et ça a pu marcher. Délice Essanga, vous avez lancé un appel pour la constitution d'un front civique il y a quelques mois de cela, puis il n'y a pas eu d'écho. Et puis Martin Fayulu lance son appel pour la création d'un bloc patriotique, tout le monde accourt, y compris l'Église. Vous êtes si inaudible. Écoutez, l'idée s'était lancée par le G13 en date du 9 juin. On appelait à la constitution d'un front civique avec l'ensemble des forces politiques pour pouvoir défendre le consensus dont nous voyons la menace au sein de la classe politique, que ce soit bien aussi au niveau de l'Union sacrée que des autres composantes. Ce qui se fait aujourd'hui est en droite ligne avec cette idée première qui a été lancée par le G13 et que j'ai relayée, que beaucoup de gens ont interprété à tort. Dire qu'on n'a pas été audible, mais Martin Fayulu lui-même, au moment où on a lancé l'idée le 9 juin, avait trouvé que c'était une idée excellente. Il y a eu des acteurs qui, eux, ont soutenu véritablement l'idée de devoir avoir ce front civique. Donc aujourd'hui, nous sommes contents de voir que c'est une réalité. C'est l'agenda citoyen dont on a parlé au niveau du G13, sous lequel nous étions tombés d'accord avec la société civile et toutes les autres composantes. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Parce que d'un côté, vous demandez le consensus, d'un autre, vous êtes toujours ou pas dans l'union sacrée? Écoutez, on ne sort des ambiguïtés qu'à son propre détriment.
les ambiguïtés, il ne faut pas les entretenir très longtemps. Et je vais être clair avec vous. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a pris sa liberté par rapport à l'Union sacrée. À partir du moment où je constatais à l'Assemblée nationale que sur, en particulier, la loi portant sur la CENI, les amendements que l'on avait présentés, l'état d'esprit de la loi telle qu'elle devait passer, j'ai dû sortir de la salle et je n'ai pas continué ce débat parce que, comme je disais à tous les acteurs politiques, la question c'était la réforme de la CENI et non pas sa mise en place qui est venue après, qui n'en est que le reflet. Donc, le premier péché est là. Et aujourd'hui, je vois qu'on s'écarte de plus en plus de cette recherche de consensus. Quand on ajoute à cela notre attitude par rapport au contrôle parlementaire, à la question du RAM, à d'autres questions qui se posent à notre pays, je suis bien obligé de vous dire aujourd'hui qu'au-delà de cette liberté prise, je vais cesser d'appartenir comme tel à cette union sacrée qui est une réalité parlementaire. Parce que l'union sacrée n'est pas un mouvement politique, ce sont des groupes, des députés qui se sont associés pour pouvoir pousser dans un sens. Dès lors que l'on s'éloigne de l'état d'esprit initial qui était celui de pousser un consensus sur le processus électoral, de pousser vers la révision de la Constitution, de pousser sur une CENI indépendante, de pousser sur une meilleure gouvernance de notre pays, je crois que je prends mes responsabilités. Je vais cesser, c'est-à-dire c'est dans les prochains jours. C'est une réalité parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a un groupe parlementaire qui s'en réclame. Je vous fais remarquer par exemple que sur la loi concernant la CENI, j'étais contre, tel qu'on l'a orienté. D'ailleurs, en contradiction avec beaucoup de membres, que ce soit de l'opposition ou la majorité, sur ce sujet, parce que je crois que l'esprit initial, il fallait pouvoir le maintenir, d'avoir un consensus qu'il fallait préserver. Notre demande initiale demeure. Donc à partir de ce moment-là, on considère que ce consensus ne peut plus être préservé comme parlementaire, parce que la réalité de cette union sacrée, elle est parlementaire. Donc je vais cesser d'appartenir à ce groupe et de pousser dans le sens qui est poussé aujourd'hui. Pour faire simple, Delis Sesanga quitte l'union sacrée. Absolument. Et je vais siéger à l'Assemblée nationale comme un député non inscrit au niveau de l'Assemblée nationale et de rechercher dans le cadre de ce Parlement que le consensus soit atteint sur les autres questions que nous avons, les questions électorales, la question sur la révision de la Constitution et les questions de gouvernance. Vous savez que les gens vont dire que vous avez quitté parce que vous n'avez rien obtenu. Ah, je n'ai jamais été... Vous savez, avec votre collègue Loussa Kweno, j'avais précisé à l'époque, bien avant que le gouvernement soit mis en place, que je n'étais pas demandeur, je n'ai pas recherché à avoir une quelconque responsabilité, parce que moi, ce qui m'importe, c'est ce que nous sommes capables de faire pour le pays. Non. Les déçus, ce sont ceux qui, après les événements, accourent. Je n'ai jamais été du camp des déçus, j'ai été de ceux qui avons porté sous les fonds baptismaux l'idée qu'un consensus pouvait améliorer les choses. Mais puisqu'il y a encore temps de corriger, je préfère conserver ma liberté pour travailler à ce que ce consensus soit fait sur les autres piliers de la gouvernance électorale qui vont venir que de rester dans une ambiguïté où on dit défendre le consensus qui nous a réunis et agir dans un sens qui est contraire. D'autres risquent de dire que Sesanga rejoint Fayulu qui disait que les réformes institutionnelles, les réformes dans le cadre institutionnel ne peuvent pas être possibles. J'ai toujours dit, sans verser dans l'anathème, il y a une différence fondamentale avec Martin. Martin n'a pas reconnu les institutions. Moi, je suis dans les institutions et je les ai reconnues. J'ai dit qu'il y a eu des problèmes et que ces problèmes peuvent être résolus avec le temps. Et je crois qu'il faudrait les résoudre. Et on peut le résoudre. Aujourd'hui, ce qui fait la convergence au sein de la classe politique, c'est de dire nous voulons un consensus sur le système électoral. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Mais dire que ces réformes doivent être entreprises en dehors des institutions, je ne le pense pas. Par contre, je suis d'avis que le peuple doit être mobilisé pour pouvoir appuyer en l'absence de
de prise de responsabilité au niveau de la classe politique pour pousser à ce que ce consensus soit préservé. Parce qu'un processus électoral que l'on veut transparent, inclusif, implique une adhésion populaire, implique une pression populaire. Et nous devons faire comprendre à notre peuple qu'il est le premier bénéficiaire d'un processus comme celui-là et que par conséquent, il doit se mobiliser. C'est comme ça que dans le cadre du G13, nous avons évoqué cette notion avec les forces sociales que l'on a appelée l'agenda citoyen. L'agenda citoyen, c'est la somme de ce consensus sur les principales questions qui touchent à la gouvernance électorale de notre pays et qui doit mobiliser les gens au-delà des clivages politiques, au-delà des couleurs politiques, au-delà de leurs calculs personnels. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui rejoint un autre ou tout ça. Nous avons une ligne que nous suivons et que nous allons continuer à suivre. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui vont dire que Délice Sanga vient encore de lâcher son frère? Oh, je n'ai jamais... Vous savez, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, qui avait la coalition FCC-CAJ, moi j'étais dans l'opposition. Parce que je n'étais pas d'accord avec cette gouvernance qui était mise en place. Nous avons poussé à cette union sacrée, à ces consensus. Je crois qu'il faut continuer à y travailler pour pouvoir avancer et trouver des solutions idoines aux vrais problèmes qui se posent au Congo et aux Congolais, sans regarder les appartenances, ni régionales, ni les appartenances politiques. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est l'État, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est l'état de fonctionnement de notre décentralisation. Ces questions doivent rester dans la corbeille du consensus, au-delà de nos appartenances politiques. Sinon, nous n'aurons jamais rien en commun. Une minute pour clôturer, un mot de la fin, c'est 5. Ah non, mais je vous remercie de vous voir ici au Kasaï. Je rappelle, j'ai fait 10 jours dans le Kasaï. Il faut le faire, hein. 10 jours. D'avoir vu le Kasaï, de l'avoir vu de près, d'avoir parlé avec certaines personnes. Et je crois que c'est une expérience que vous devriez renouveler et de mettre en lumière ce qui se passe ici, ce qui se conçoit, ce qui se fait, ce qui y est. Et le Kasaï existe. Et il existera toujours. Avant nous, après nous, le Kasaï existera. Il faut lui apporter des solutions et il faut que les gens sachent ce qui s'y passe. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout. On se dit au revoir à très bientôt pour un autre numéro de votre interview exclusive.